C'est l'un des hommes les plus discrets du quinquennat d'Emmanuel Macron. La France l'a découvert à l'été 2018, quand le Sénat enquêtait sur l'affaire Benalla. Je le jure. Ce jour-là, Alexis Kohler explique en quoi consiste son rôle à l'Élysée. Le secrétaire général est le collaborateur direct du président de la République, probablement son principal collaborateur, et pilote l'action de la présidence et des équipes de la présidence, en particulier en ce qui concerne les politiques publiques. En clair, Alexis Kohler filtre tout ce qui peut arriver sur le bureau d'Emmanuel Macron. Énarque méthodique, capable de gérer plusieurs dossiers à la fois, c'est le haut fonctionnaire le plus influent de la République. La tour de contrôle de l'Élysée. Macroniste de la première heure, aujourd'hui rallié aux écologistes, Aurélien Taché décrit celui qu'on appelle le jumeau du président comme un pur technocrate. Alexis Kohler est un homme assez secret, pense que c'est aux experts et à la technocratie et aux fonctionnaires de décider, parce qu'en gros, ce sont les sachants. Quand les élus et les citoyens sont un peu la plèbe. Il est influent auprès du président ? Très. Au sein du pouvoir lui-même, c'est quelqu'un qui joue un rôle extrêmement important. Je pense que c'est lui qui aussi insiste beaucoup auprès du président de la République pour que justement cette gouvernance soit très centralisée autour de lui. En cet été 2018, Alexis Kohler a pourtant un gros souci. Une association anticorruption vient de porter plainte contre lui pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence. À la justice de décider si le plus fidèle lieutenant d'Emmanuel Macron s'est oui ou non rendu coupable de conflit d'intérêts. Si c'était le cas, mais on n'en est pas encore là, cela évidemment écornerait l'image du président qui a toujours proclamé vouloir en finir avec les pratiques de l'ancien monde. Enquête sur une affaire qui embarrasse le sommet du pouvoir. Tout commence en septembre 2010. À 37 ans, Alexis Kohler travaille à l'Agence des participations de l'État, l'APE. Depuis son bureau du ministère des Finances à Bercy, il représente le gouvernement au conseil d'administration de grandes entreprises dont l'État contrôle une partie du capital, comme la RATP ou France Télévisions. Journaliste à Mediapart, Martine Orange enquête depuis des années sur le monde de l'entreprise et l'économie. Qu'est-ce que c'est qu'être administrateur de l'État ? Vous parlez au nom de l'État, au sein du conseil d'administration, vous donnez la position de l'État, vous êtes informé aussi de toute la stratégie de l'entreprise dans laquelle vous êtes associé, et donc vous êtes informé aussi de tous les problèmes de financement, des commandes, enfin vous suivez la vie de l'entreprise avec des informations qui sont très importantes. En tant qu'administrateur de l'État, Alexis Kohler siège également au conseil de surveillance du port du Havre et des chantiers navals de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Parmi leurs principaux clients, un géant italo-suisse du transport maritime, la Mediterranean Shipping Company. Au port du Havre et au chantier naval de l'Atlantique, Alexis Kohler va participer à des discussions qui concernent directement MSC. Il participe aux délibérations du conseil d'administration du port autonome du Havre, dont le principal opérateur, le principal exploitant, c'est MSC. C'est le plus gros. C'est l'un des géants dans le monde, dans ce domaine, transport maritime. Au chantier naval de l'Atlantique, MSC est encore plus incontournable. Il représente l'État à une époque où les chantiers navals sont en crise et ce n'est pas le client principal, MSC, c'est l'unique client pendant un temps. Et cet unique client, Alexis Kohler aimerait bien se mettre à son service. En 2014,
il demande à la commission de la déontologie de la haute fonction publique s'il peut quitter le cabinet de Pierre Moscovici pour aller travailler chez MSC. On appelle ça le pantouflage. Mais comme il vient de gérer des dossiers impactant la compagnie, il y aurait conflit d'intérêts. Sa demande est donc refusée. Du coup, Alexis Kohler reste à Bercy comme directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Et en 2016, le scénario se répète. Kohler demande à nouveau à la commission de déontologie s'il peut rejoindre MSC. Cette fois, elle va se montrer plus souple. Le temps avait passé. Il a des attestations. Notamment, il y en a une qui est très forte, qui est celle de l'attestation de son patron, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui dit il n'y a eu jamais dans son comportement le moins de conflit d'intérêts. Voilà, donc il y a, c'est ça qui convainc les membres de la commission de déontologie. Le 6 octobre 2016, Alexis Kohler obtient enfin son feu vert pour aller se mettre au service de MSC. Mais avant de rejoindre le géant italo-suisse, il est nommé directeur général d'En Marche, le mouvement lancé par Emmanuel Macron pour sa campagne présidentielle. Un mois plus tard, Kohler rejoint enfin MSC en tant que directeur financier. Il s'installe alors à Genève, payé par MSC près de 28 000 € par mois. En parallèle, il va continuer à animer en coulisses l'état-major de la campagne d'Emmanuel Macron. Parce que c'est notre projet! Pour preuve, ces échanges de mails qui avaient fuité lors des Macron Leaks. Le 9 décembre 2016, la veille du célèbre discours de la Porte de Versailles, Ismaël Emelien, conseiller communication d'En Marche, demande à Alexis Kohler de relire le discours d'Emmanuel Macron. Ce dernier lui répond. J'ai fait des modifications 6 juin. Puis, je viens de reparler avec EM. Après réflexion, je suis convenu avec lui de retirer le plan d'investissement au bénéfice d'un discours futur. Le 3 mars 2017, une proche d'Emmanuel Macron qui se rêve candidate d'En Marche aux législatives va jusqu'à féliciter Alexis Kohler de réussir à travailler en même temps pour MSC et pour la campagne d'En Marche. La publication du programme hier me donne l'occasion de t'envoyer ce message. Bravo pour la séquence. Je crois que tu gères ça la nuit, quand tu es à Genève le jour. Quelle est ta recette de surhomme ? En mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Alexis Kohler va alors quitter MSC pour devenir secrétaire général de l'Élysée. Dans la foulée, Emmanuel Macron va prendre une décision totalement inattendue dans un dossier industriel impactant directement MSC. Pour son premier déplacement en France, Emmanuel Macron, casque de chantier sur la tête, a choisi Saint-Nazaire. Explication. Depuis 2006, les chantiers de l'Atlantique sont détenus par un constructeur naval sud-coréen, STX. Mais au printemps 2016, les Sud-Coréens font faillite. Du coup, il faut trouver un repreneur pour les chantiers de l'Atlantique. Début 2017, la justice française choisit le constructeur naval italien Fincantieri. Mais le patron de MSC, Gianluigi Aponte, voit d'un mauvais œil l'arrivée du constructeur public italien en France. Le 31 mai 2017, Emmanuel Macron inaugure aux côtés de Gianluigi Aponte un nouveau paquebot de MSC construit par les chantiers de l'Atlantique. Le président fraîchement élu va en profiter pour remettre en cause l'accord précédemment conclu avec Fincantieri. Des discussions ont été engagées par le précédent gouvernement qui dessine l'entrée d'un constructeur italien au capital, Fincantieri. Je veux d'abord vous dire que je me réjouis et me félicite d'un rapprochement industriel entre STX France et Fincantieri,
Et je veux donc que ce partenariat italien industriel puisse se poursuivre et se consolider. Mais je veux aussi vous dire qu'au-delà, en lien avec nos amis italiens, je souhaite que les équilibres de principe trouvés en avril 2017 puissent être revus. Soulagé, le patron de MSC se félicite alors de ce revirement. Si les chantiers devaient tomber entre les seules mains de leurs concurrents Fincantieri, cela créerait sinon un monopole, du moins une position dominante problématique. M. Hollande avait bien compris le problème, M. Macron aussi. Quelques semaines plus tard, Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie, confirme le revirement du gouvernement en faveur de MSC. Je vous annonce que nous avons pris la décision d'exercer le droit de préemption de l'État sur STX. Et Bruno Le Maire, à l'inverse de toute la doctrine économique qu'a défendu le gouvernement, dit « je nationalise les chantiers de l'Atlantique ». Et vous ne comprenez pas. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi une solution si favorable à Gianluigi Aponte, le fondateur de MSC? L'aurait-il poussé à écarter Fincantieri de la table des négociations? En mai 2018, Martine Orange va faire une découverte incroyable. Alexis Kohler serait lié à la famille Aponte. C'est-à-dire que sa mère, la mère d'Alexis Kohler, est la cousine germaine, l'épouse du fondateur de MSC, c'est Gianluigi Aponte. Pour comprendre, il faut faire un peu de généalogie. Né en 1972 à Strasbourg, Alexis Kohler est le fils de Charles Kohler et de Sola Hakim. Les voici en 2017, filmés par France 3 Alsace, quand leur fils a été nommé secrétaire général de l'Élysée. Il a tout fait. Il ne reste plus. Il a fait Sciences Po Paris, ESSEC, droit et ENA. Il reste plus rien. Son service militaire. Le père était lui-même haut fonctionnaire au Conseil de l'Europe, la mère avocate, 44 ans, parcours prestigieux, essentiellement public depuis la Direction générale du Trésor. Devenu ami d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, par goûts et choix s'est bâti un grand savoir dès l'école primaire, depuis les librairies. Quand il avait trouvé un bouquin qui lui plaisait, d'histoire ou de géographie, il disait « Papa, donne-moi les sous, j'ai trouvé un bouquin ». Les racines d'Alexis Kohler, c'est donc l'Alsace. Mais aussi Israël. Sa mère, Sola Hakim, est née en 1932 à Haïfa, dans une famille juive de Palestine. C'est par elle que le secrétaire général de l'Élysée est lié à la famille Aponte. Sola Hakim est en effet la cousine germaine de Raffaella Diamant. C'est à Naples, dans les années 60, que Raffaella rencontre Gianluigi. Ensemble, ils fonderont MSC. Au sein de la compagnie, les postes les plus importants sont occupés par des membres de la famille. Diego, le fils, s'occupe des porte-conteneurs et des terminaux portuaires. Alexa, la fille, gère les finances. Quant à Esther Diamant, la tante de Raffaella, elle a longtemps dirigé MSC Israël. Mais le patron, c'est bien Gianluigi Aponte. Et sa légende, il adore la raconter. My dream has always been to become a ship owner, so I decided to start my own business by buying a first little small ship. We would carry all kind of cargo. Whatever cargo was available and well paying, we would take that cargo. In the 80s, the world started to progress very quickly. And as a result of that, the volume of cargo started to grow dramatically. Same story happened into the cruise division. En 50 ans, Raffaella et Gianluigi Aponte ont fait de MSC le numéro 2 mondial du transport maritime de marchandises. 75 000 salariés,
500 porte-conteneurs, 20 paquebots de croisière et 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ça, c'est côté pile. Mais côté face, MSC c'est aussi de l'opacité financière et de la pollution. Noi siamo qua per salvare il pianeta! E io? E voi? Noi siamo stufi di sentire parole a vuoto, di sentire oh che bello, siamo sostenibili, la svolta green. No, qua bisogna fare cose sul serio. Comme chaque vendredi, à Gênes, où se trouve le plus grand port d'Italie, des centaines de jeunes manifestent pour le climat. Parmi eux, un petit bonhomme à casquette. Il est membre d'une ONG qui enquête sur la mainmise des institutions financières sur les ressources naturelles. Oggi siamo qui per la manifestazione di Fridays for Future per una città come Genova che basa la maggior parte dei suoi business sul porto e l'incidenza del traffico portuale sull'inquinamento è superiore al 60%. MSC è uno dei player più grandi che insiste nell'area portuale e che beneficerà nei prossimi anni della maggior parte degli investimenti per allargare i suoi traffici e quindi per impattare ancora di più sul clima. Pour les manifestants, la pollution des paquebots géants de MSC, cela commence à bien faire. Noi sappiamo quanto la questione climatica sia legata all'inquinamento delle grandi navi. Noi sappiamo quanto la logistica mondiale sia un fattore importante per il cambiamento climatico ed è qui che bisogna lavorare sicuramente. MSC è una delle grandi sorelle della logistica. Qua approfittano di vincoli legali, giuridici che gli permettono di fare una serie di cose, una mancanza di controlli che è la cosa principale che permette a tutti di fare quello che cacchio vogliono. Non seulement MSC pollue, mais en plus la compagnie qui a implanté son siège à Genève entretiendrait une opacité sur ses finances. Quando abbiamo conosciuto MSC non capivamo bene la storia perché era un nome italiano, un'azienda svizzera e abbiamo ricostruito un po' la storia della famiglia Ponte. Lavorare su MSC è ed è stato molto complicato perché per come è la loro struttura societaria loro non sono tenuti in tutti i paesi dove sono registrati a presentare un bilancio pubblico. Ufficialmente la holding possiamo dire che è un'azienda a conduzione familiare e fa un po' strano che la più grande holding di logistica al mondo sia gestita come se fosse una bottega di un paesino. Une boutique de village qui dispose tout de même d'une trentaine de filiales dans des paradis fiscaux comme le Panama, Chypre, Malte ou Guernesey. E sfortunatamente non possiamo valutare quanti soldi di MSC si muovono verso i paradisi fiscali. Al momento possiamo dire che c'è una relazione molto stretta fra alcune società che pubblicano il bilancio, la holding e delle altre società che spesso sono in paradisi fiscali. Et il y a plus grave. Ces dernières années, une dizaine d'importantes saisies de drogue ont été opérées sur des navires de MSC. Le 7 juin 2012, le MSC Pauline est intercepté au port calabré de Gioia Tauro avec 300 kg de cocaïne cachée dans ses containers. Le capitaine et l'équipage, tous salariés de MSC, sont arrêtés.
Le 20 août 2015, ce sont 350 kg de cocaïne qui sont retrouvés sur le MSC Cristal au Brésil. En mars 2016, à nouveau dans le port de Jaya Toro, plus de 500 kg de cocaïne sont saisis sur un navire de MSC. Le 14 juin 2017, dans le détroit des Dardanelles, les autorités turques arraisonnent le MSC Donata avec à bord 212 kg de cocaïne pure. Le 28 mai 2018, dans le port d'Oran, les autorités algériennes découvrent 700 kg de cocaïne pure sur le Vega Mercury, un navire affrété par MSC qui arrive du terminal à conteneurs de Valence, lui-même géré par MSC. Dans toutes ces saisies de drogue, la responsabilité de Gianluigi et Raffaella Aponte est-elle en cause? Pour tenter de le savoir, nous retournons en Italie. C'est ici, dans ces immenses terminaux à conteneurs de Gênes, Naples ou Jaya Toro, que les mafias italiennes entreposent des tonnes de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. Et si MSC n'est pas la seule compagnie à transporter de la drogue, c'est l'une des plus importantes à avoir été épinglée ces dernières années. Témoignage d'un chercheur spécialisé dans les trafics portuaires. Più la compagnia è grande, sicuramente MSC è una di queste, più la compagnia è grande, più sono le navi che ha a disposizione, più sono le rotte che va a coprire e quindi quel tipo di rotte, e in particolare quelle che dal Sud America arrivano in Italia, arrivano a Gioia Tauro e in altri porti europei, sono appetibili e sono importanti per le organizzazioni mafiose, per i trafficanti. MSC intéresse d'autant plus les trafiquants que depuis 2019, elle contrôle à 100% Jaya Toro. Ce gigantesque port du sud de l'Italie est traditionnellement infiltré par la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. 80% de la drogue saisie en Italie transiterait par Jaya Toro. À quelques centaines de mètres du port, nous avons rendez-vous avec un journaliste menacé de mort par la 'Ndrangheta. Depuis 7 ans, il est escorté par 2 policiers, 24 heures sur 24. Ces 2 anges gardiens ne veulent pas être filmés, lui pèse ses mots. Scorta, io mi occupo di cronaca da quasi 40 anni, conosco bene questo territorio, il territorio calabrese e le dinamiche delle attività illecite dell''Ndrangheta. Ma io sono sotto scorta perché la polizia 7 anni fa scoprì un piano di attentato alla mia vita e da allora vivo sotto scorta. Il porto di Gioia Tauro gli è utile come sono utili gli altri porti europei. Da sempre la cocaina viene stivata dentro container con il sistema dello spin-off, cioè caricano i panetti di cocaina dentro borsoni, li collocano nei container e quando il container sbarca in un porto, questi vanno di notte, prelevano questi borsoni e li portano fuori dal porto. Con una differenza, Gioia Tauro è un porto controllato, chiuso. En 2016, quand 300 kg de cocaïne avaient été saisis à Jaya Toro, un représentant de MSC avait été formellement mis en cause. Noi non abbiamo mai parlato di una connivenza, di una collusione della società, ma sicuramente di singole persone, di piccoli segmenti operativi all'interno della società che nel momento in cui vengono a cadere nella rete della corruzione e della collusione da parte dei narcotrafficanti e delle famiglie di 'Ndrangheta, ovviamente agevolano all'interno del porto. Stiamo parlando di traffici illeciti che fruttano milioni e miliardi di euro per quello che è il valore di mercato della cocaina e quindi comprendete bene che di fronte a questi valori economici la capacità di resistenza dei soggetti che vengono di volta in volta coinvolti è molto bassa. Suite à une saisie en 2016, le procureur adjoint avait pourtant publiquement mis en cause MSC. Allora, quello che doveva cambiare MSC era sicuramente una diversa gestione delle turnazioni del personale, allo scopo di evitare, la sedimentazione, il consolidamento di rapporti tra singole persone, singoli trasportatori, singoli mittenti di merce, singoli operatori portuali interni, singoli trasportatori su gomma poi delle merci che vengono portate.
Aujourd'hui, MSC coopérerait davantage avec les autorités. Mais pour Marco Antonelli, la compagnie pourrait faire mieux. Quindi ci può stare che una persona non lo sappia, allo stesso tempo ci sono tutti gli strumenti per sapere che cosa accade all'interno della propria azienda, attivare dei meccanismi di controllo interno che guardino che cosa fa ciascun dipendente, come è la linea di comando, come viene organizzata la linea di comando, come vengono organizzate le linee di commercio. Nel traffico di stupefacenti quegli attori, quei soggetti che sanno che sta avvenendo un traffico e non fanno nulla per fermarlo, in qualche modo favoriscono l'attività mafiosa, favoriscono le attività dei gruppi criminali, favoriscono le attività dei trafficanti di droga. Le 17 juin 2019, à Philadelphie, nouveau coup de tonnerre pour Gianluigi Aponte. Sur un navire de la banque JP Morgan exploité par MSC, les Américains découvrent 16 tonnes de cocaïne, la plus grosse saisie jamais opérée dans toute l'histoire des États-Unis. Une dizaine de membres de l'équipage de MSC, originaires d'Europe de l'Est, sont emprisonnés et condamnés. À la fin de son interview, notre vice-procureur de Calabre reconnaît qu'il est possible que certains cadres de MSC coopèrent avec la 'ndrangheta. Quello che io penso è che quindi, così come c'è stato, potrà continuare ad esserci e ci sarà senz'altro anche nel prossimo futuro l'azione di collusione, di connivenza, di corruzione di qualcuno ai vari livelli della società, prevalentemente di quello esecutivo, ma non si può escludere anche di livello più alto. Noi ovviamente non abbiamo alcun tipo di preclusione verso nessuno nelle nostre indagini, non facciamo una questione di posizione sociale. Per noi chiunque si renda responsabile di un reato, a prescindere dalla collocazione che ha all'interno della scala sociale, deve essere indagato e se possibile arrestato e condannato. Dans toutes ces histoires de saisie de drogue sur les bateaux MSC, Gianluigi Aponte n'a jamais été personnellement inquiété par la justice. Retour à Paris. Suite aux révélations de Mediapart en 2018 sur les éventuels conflits d'intérêts d'Alexis Coller, il a d'abord indiqué avoir informé sa hiérarchie de ses liens familiaux avec MSC. Mais dans ses 2 demandes à la commission de la déontologie, il ne les a pas mentionnées. Alexis Coller a toujours eu une position constante dans ses demandes adressées à la commission de déontologie, la première fois en 2014 et ensuite 2 ans après. Il dit qu'il n'a aucun lien de quelconque avec le groupe pour lequel il veut travailler. Le secrétaire général de l'Élysée affirme également ne s'être jamais mêlé de dossiers impactant MSC. Une affirmation là encore contestée par Mediapart. On s'aperçoit que 5 fois sur les chantiers de l'Atlantique, il a pris des décisions qui étaient engageantes pour les chantiers de l'Atlantique en relation avec MSC. Et de la même façon, il y a eu plusieurs précisions au port du Havre, dont certaines très lourdes en faveur de MSC. Décisions d'ailleurs qui par la suite au port du Havre ont été condamnées par la Cour des comptes, tellement elles étaient favorables à MSC, et ils ne se déportent pas. À chaque fois, on parle quand même de centaines de millions, voire de milliards. Donc ce n'est pas des petites décisions. On n'est pas dans le cas du maire qui fait construire le trottoir avec l'entreprise du coin, quoi. Et une fois devenu le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy, Alexis Coller aurait continué à traiter des dossiers impactant MSC. Par exemple, quand l'armateur italo-suisse faisait garantir ses emprunts par l'État français. Ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg nous décrypte ce mécanisme. Ça s'appelle la COFAS. C'est un mécanisme où l'armateur vient dire je vous confie la construction de mon navire de 500 millions d'euros, je vous confie au chantier de l'Atlantique, mais en contrepartie, vous me garantissez les prêts que je suis obligé de faire.
Beaucoup d'argent public ont été apportés à MSC, ce qui lui a permis de construire son secteur de croisière dans une vitesse extraordinaire, puisque non seulement il peut avoir des bateaux qui sont construits par les chantiers de l'Atlantique à des prix extrêmement intéressants, mais aussi avec des financements de l'État ou à des taux très bas, puisque c'est l'État qui finance. Non, c'est normal de faire ça. Mais quand vous avez le directeur de cabinet, le ministre de l'économie, qui est là pour négocier les intérêts d'une entreprise dans laquelle lui-même il est cousin de toute cette famille, et par ailleurs il y a d'autres constructeurs dans le monde. Donc les avantages qui ont été offerts à la société MSC, ils ont été faits par M. Koller. Donc M. Koller, il est des deux côtés. C'est normal qu'il y ait une plainte. Au printemps 2018, suite aux révélations de Mediapart, l'association Anticorps dépose plusieurs plaintes contre Alexis Koller pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Ces plaintes ont provoqué l'ouverture d'une enquête préliminaire. Cette enquête préliminaire a été confiée à la BRDE, donc la Brigade de répression de la délinquance économique, et à un commissaire en particulier qui a enquêté pendant 1 an. Et donc ils ont rendu un rapport en juin 2019, un rapport finalement à charge, considérant que oui, il y avait un très gros problème dans ces intérêts détenus par Alexis Koller et qu'il fallait poursuivre. Ce rapport, publié par Mediapart, en voici quelques extraits. Quand l'actuel secrétaire général de l'Élysée affirme avoir prévenu par courrier ses supérieurs hiérarchiques de ses liens familiaux, voici ce que répond le commissaire de la BRDE. Aucun courrier ou document faisant état du lien familial n'a été découvert. Ne figure non plus aucune note du Trésor ou du ministère informant qu'Alexis Koller a un lien de famille avec les Aponte ou qu'il devrait être exclu de tout document, information ou réunion concernant une négociation ou un contrat avec MSC. Quant à l'affirmation d'Alexis Koller démentant s'être occupé des dossiers qui concernaient MSC, le rapport de la BRDE démontre le contraire. Ainsi, en sa qualité de membre de l'APE siégeant au conseil d'administration de STX France, Alexis Koller a pris part à 5 votes favorables à des opérations en lien avec MSC. Même chose lorsqu'Alexis Koller était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Rien ne démontre à ce stade de la procédure qu'Alexis Koller n'ait pas supervisé ou donné des avis à son ministre sur les opérations impliquant STX et MSC. Sur la recapitalisation de STX, des documents et des mails, notamment en juillet 2016, prouvent que toutes les informations lui remontaient et qu'il pouvait en parler directement à son ministre. Et le commissaire conclut : Alexis Koller a conscience d'être en conflit d'intérêts. Mais 1 mois plus tard, coup de théâtre. Le même commissaire dédouane finalement Alexis Koller de tout soupçon de conflit d'intérêts. N'étant ni actionnaire de MSC, ni dirigeant de MSC, il n'avait aucun intérêt à déclarer. Que s'est-il passé pour qu'en l'espace d'1 mois, 2 rapports rédigés par le même commissaire se contredisent à ce point ? Pour comprendre, nous avons tenté de joindre le policier auteur des 2 rapports. Oui, bonjour, je cherche à joindre monsieur s'il vous plaît. Parce que nous avons consigne en fait de ne pas passer les journalistes. Parce que nous, on travaille sur Alexis Koller et sur MSC, et on sait que monsieur fait 2 rapports contradictoires. Et c'était la question qu'on voulait lui poser, pourquoi il a fait 2 rapports contradictoires. Alors ça, j'en ai aucune question. Moi, la seule chose que je peux faire en fait, c'est prendre votre nom, votre numéro de téléphone et l'objet de l'appel. Et c'est juste voir de monsieur avec. Et ensuite, je suis censée vous rappeler. Nous n'aurons jamais de retour. Comme nous, Anticorps a tenté de comprendre ce qui s'était passé. Ce qui a attiré notre attention, ce qui est rentré dans le dossier entre les 2 rapports, c'est une lettre d'Emmanuel Macron. Une lettre d'Emmanuel Macron à Alexis Koller qui lui dit j'atteste que tu n'as pas participé à aucune activité qui concerne la société MSC. Cette lettre, la voici. Cher Alexis,
Comme suite à votre demande, je vous confirme que lors de ma prise de fonction de ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, j'étais déjà informé de vos liens familiaux avec les actionnaires de contrôle de la société MSC, ainsi que de la volonté que vous aviez exprimée de rejoindre cette entreprise quelques mois auparavant. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai plutôt vu le contraire, mais que peut-être que M. Macron a dit la vérité, pour une fois. Et dans sa lettre, le président précise « Vous m'aviez formellement remis, au moment de votre entrée en fonction de directeur de mon cabinet, un courrier demandant à ne jamais avoir à traiter des dossiers et questions concernant cette société. » Ce courrier d'Alexis Collère demandant en 2014 à ne plus traiter des dossiers concernant MSC, l'Élysée a toutefois refusé de nous le communiquer. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a un service de la police qui est extrêmement qualifié, qui enquête pendant 1 an. Il y a d'autres attestations de personnes qui disent la même chose que le président de la République. Et lorsque le président de la République le dit, lui, eh bien là, ça change du tout au tout les résultats d'une enquête qui a duré 1 an. En août 2019, suite au courrier d'Emmanuel Macron dédouanant Alexis Collère, le parquet national financier classe finalement l'affaire Collère sans suite. Parce que tout le monde a voulu enterrer cette affaire, jusqu'au parquet national financier quand même, qui a pourtant montré du courage dans d'autres affaires, mais là, vraiment la position est terrible. Du coup, début 2020, Anticor décide d'utiliser son agrément. C'est un droit de saisir la justice que Christiane Taubira avait accordé à l'association en 2015. Dans ces cas-là, nous on contourne le parquet parce que le procureur de la République aujourd'hui est hiérarchiquement soumis au ministre de la Justice et qu'il a le pouvoir de classer sans suite. C'est ce qu'on appelle un système judiciaire de l'opportunité des poursuites. Donc le procureur a le droit de décider si oui ou non il saisit un juge d'instruction. Mais en forçant la justice à enquêter, Anticor va s'attirer les foudres du gouvernement. D'autant que l'association est déjà à l'origine de 2 plaintes pour prise illégale d'intérêt contre Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. En octobre 2020, Anticor doit justement demander au même Dupond-Moretti de renouveler son droit d'agir en justice. Pour éviter un conflit d'intérêts, c'est Jean Castex qui va gérer le dossier. Sous son autorité, le ministère de la Justice va exercer de fortes pressions sur Anticor. Pour nous, c'était inimaginable ce qui s'est passé en fait. D'octobre 2020 à avril 2021, on nous a complètement mis à nu en fait. Tout d'un coup, le ministère de la Justice, la direction des affaires criminelles et des grâces, a estimé qu'elle pouvait tout demander à l'association. Ils ont commencé par nous demander des informations sur notre comptabilité. Ensuite, on a demandé des informations sur l'Assemblée générale d'Anticor, comment ça s'était passé. On est arrivé à un point de rupture début novembre parce que la direction des affaires criminelles et des grâces me demande le nom des principaux donateurs d'Anticor et que je refuse. Pour se défendre, Anticor réalise alors une vidéo pédagogique. Pour pouvoir saisir un juge, Anticor doit bénéficier d'un agrément octroyé par le ministère de la Justice. Il est renouvelable tous les 3 ans et il expire très bientôt. Sans celui-ci, de nombreuses affaires seraient clôturées du jour au lendemain. L'affaire Collère, Alstom, Richard Ferrand et tant d'autres. Opacité, impunité, corruption, tout cela reprendrait de plus belle. Aujourd'hui, nous sortons de l'ombre pour faire la lumière sur notre situation. Parce qu'il y a urgence à poursuivre nos actions et tellement de combats à mener encore. Cet agrément est essentiel. Si certains veulent notre peau, c'est qu'on fait bien notre boulot. C'est finalement une bonne nouvelle, à condition de pouvoir le poursuivre. Pour que l'impunité ne soit pas la règle, partagez, soutenez. Anticor. Sous pression du gouvernement, l'association va batailler auprès de la Commission nationale informatique et liberté pour protéger les noms de ses donateurs. Parallèlement, je saisis la CNIL de cette question. Le 7 janvier, le ministère de la Justice me répond « Oui, tout à fait, on a le droit de vous poser la question, vous devez nous répondre ». Et je refuse. Et finalement, le 1er février, la CNIL dit non. Le gouvernement n'a pas le droit de poser cette question. Ça veut dire que le gouvernement nous a tapé du poing sur la table pendant plusieurs mois pour obtenir d'Anticor une information qu'il n'avait pas le droit de demander. Et ça, c'est grave. Le 14 février 2021, bien qu'officiellement déporté du dossier, Éric Dupond-Moretti continue à mettre publiquement la pression sur la célèbre association anticorruption. Le grand jury, question express.
Éric Dupond-Moretti, pour ou contre accorder l'agrément à l'association anticorruption Anticor, le délai courant jusqu'à vendredi? Comme vous, monsieur, j'ai lu qu'il y avait des dons fléchés, vous avez bien compris ce que je dis, pour envisager des poursuites contre personnes dénommées. Eh ben voilà, quand on est garant autoproclamé de la morale publique, on a peut-être des comptes à rendre. Fin mars, Jean Castex explique qu'il va encore tergiverser quelques semaines. J'ai décidé, vous l'avez dit, de proroger jusqu'au 2 avril prochain la période d'instruction de ce renouvellement, et ce, strictement conformément au texte applicable. Comme ils contrôlent le parquet, ils veulent contrôler aussi les associations anticorruption, qui, elles, sont par définition indépendantes. Voilà. C'est sûr que ça ne fait pas plaisir d'avoir une association qui porte plainte contre tout le monde. Mais parfois, elles obtiennent des résultats, ces associations. Donc moi, je défends le civisme et l'engagement civique d'Anticor. Je considère que c'est une association qui est très, très utile. Je remercie Christiane Taubira de leur avoir donné la liberté de pouvoir plaider au nom de la société, c'est-à-dire de faire ce que le procureur ne peut pas faire parce qu'il est sous les ordres du gouvernement. Lui, l'association Anticor peut le faire. Donc c'est très utile. Donc on comprend pourquoi M. Macron veut empêcher ça, puisque son propre secrétaire général est dans le collimateur d'une plainte qui, à l'évidence, est fondée. Maintenant, elle reste à vérifier. En avril 2021, après 7 mois de harcèlement administratif, Jean Castex annonce qu'il renouvelle finalement l'agrément d'Anticor. Peut-être que l'idée, c'était pas de nous empêcher de continuer à faire ce qu'on fait, mais c'était d'abîmer notre image autant que possible pendant cette période-là. De cette affaire, aujourd'hui instruite par la justice, MSC sort en tout cas pour l'instant grand gagnant. Pendant des années, la compagnie a obtenu d'importants financements publics. Au total, plus de 2 milliards d'euros pour la construction de ses paquebots de croisière. Et ce, alors même que MSC paye peu d'impôts en France. Comment ? Grâce à un montage financier où la plus grande partie du chiffre d'affaires de la branche croisière est déclarée dans sa filiale suisse, MSC Cruise SA, basée à Genève. Là-bas, le taux d'imposition est 3 fois moins élevé qu'en France. Un mécanisme qui a intrigué Bercy. En mars 2021, le ministère des Finances a lancé un contrôle fiscal. Directeur financier de MSC Cruise SA à Genève de novembre 2016 à avril 2017, Alexis Collère pouvait-il ignorer ces mécanismes d'optimisation fiscale ? Pour le savoir, faute de réponse à nos mails, on rappelle l'Élysée. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Yanis Mamdi, journaliste pour Off Investigation. Je vous contacte parce que j'ai envoyé une demande d'interview il y a une dizaine de jours afin de pouvoir rencontrer monsieur Alexis Collère. Vous l'avez envoyé à Organisation Presse, c'est ça ? Exactement. On a transmis. Donc malheureusement, nous on va transmettre le message, mais on ne peut pas vous en dire plus. Moi, j'ai pas d'infos. Je ne sais pas s'ils ont transmis à M. Collère, s'il a eu le temps d'y répondre ou pas. Envoyez-nous un mail pour qu'on puisse les relancer, mais je vous avoue que là, à l'instant T, je ne peux rien vous dire de plus, malheureusement. D'accord. Est-ce que juste, vous pouvez préciser que c'est important qu'il nous réponde, Alexis Collère, parce que comme il a été directeur financier de MSC, on a découvert que la compagnie avait des filiales dans les paradis fiscaux, et donc c'est important. Monsieur, comme je vous l'ai dit, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez en plus. Je ne peux malheureusement rien faire. Je n'ai pas de contact avec M. Collère direct. Donc, relancez-nous avec votre mail. Un mois après l'envoi de notre premier mail, ni Alexis Collère, ni l'Élysée ne nous ont apporté la moindre réponse. Mais pourquoi Macron protège autant Collère ? C'est la question qu'on se pose. Pour la raison que je vous ai indiquée, c'est que ceci fait système. Le comportement d'Alexis Collère n'est pas une dérive. Il y a une sorte de sentiment partagé d'impunité qui est très répandu dans la haute fonction publique. Et donc, c'est la culture française de l'impunité pour les élites. Et à mon avis, la leçon politique de ça, vous la connaissez. C'est que dans l'opinion, les gens comprennent bien que dans les sommets du pouvoir, il y a ces faveurs qui sont consenties, alors que pour les gens modestes, ces faveurs n'existent pas. Hein, et un système de collusion qui est très bien ressenti par l'opinion.
Les éventuels conflits d'intérêts d'Alexis Kohler sont désormais entre les mains de la justice. Si pour le moment le secrétaire général de l'Élysée est présumé innocent, l'affaire lui aurait déjà coûté politiquement. En 2019, suite au départ d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron avait envisagé de le nommer Premier ministre. Les révélations de Mediapart et les plaintes d'Anticor l'en auraient dissuadé. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez pu le voir, c'est grâce à des dons effectués par des milliers de citoyennes et de citoyens comme vous. Off Investigation, c'est des enquêtes que les chaînes de télé n'osent plus produire. Notre liberté éditoriale est totale parce que contrairement aux médias mainstream, on est financé principalement par vous. Résultat, on peut révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.